superposées aux représentations plus anciennes de bœufs. L'univers archaïque et magique de l'homme préhistorique primitif. Ici, il semble qu'il n'ait jamais disparu. Leur art rupestre invoque la fécondité, combat les maladies et conjure les angoisses existentielles. Tout autant que les hommes préhistoriques du Tchad, les Égyptiens croyaient en la force magique des images. Les habitants étaient-ils en contact avec la vallée du Nil? Ici et là, on trouve les mêmes indices d'une civilisation précoce. Des peuples traversaient-ils le Sahara qui paraît infini? Les indices se multiplient à ce sujet. Il y a 5000 ans, lorsque l'assèchement du désert avançait, ils ont quitté leur jardin d'Éden qui se desséchait, probablement pour suivre un cordon d'oasis légendaire jusqu'en Égypte. Les caravanes se déplaçaient dans la vallée du Nil, où il y avait encore de l'eau et de la verdure en abondance. À la différence de ce que l'on pensait jusqu'à présent, beaucoup de tribus africaines ont contribué à la fondation de la civilisation égyptienne. D'après de nouvelles découvertes, une piste de caravane établie bien avant l'ancien empire du Kanem menait également en direction du Tchad. Elle allait de la vallée du Nil jusqu'au Gilf el-Kébir, en passant par l'oasis de Dakhla. Les Égyptiens astucieux avaient constitué des dépôts d'eau. Cet entrepôt de jarre est dénommé Abou Balas. Il fait tout autant partie des indices sensationnels d'une très ancienne route marchande que ce rocher, situé à plusieurs centaines de kilomètres du centre de pouvoir qui se trouvait jadis au bord du Nil. Ici, on a découvert les noms du pharaon Khéops et de son fils. Ainsi, le bras du souverain s'étendait jusqu'aux régions sauvages et désertes que l'on ne pouvait traverser à cette époque-là qu'à dos d'âne. On se demande toujours où menait et où se terminait cette route. Depuis longtemps, on a lieu de supposer que son tracé menait de l'Égypte jusqu'au cœur du continent noir. Peut-être trouverons-nous également des renseignements au sujet du prolongement de ce passage caravanier qui est documenté à présent seulement jusqu'au Gilf el-Kébir et qui partait depuis les oasis égyptiennes de Dakhla via Abou Balas en direction du Gilf. Et c'est là que les traces se perdent et peut-être il passe réellement à travers l'Erdi vers l'Ennedi. Après des années d'études, Stéphane Kröpelin est convaincu que c'est la désertification du Sahara qui, pendant les 6 derniers millénaires, a été le moteur de l'histoire africaine. Ce n'est qu'à l'Ennedi, plus élevé et qu'ils sont en train de quitter, que les vents du sud apportent un peu de pluie. Au cœur du Sahara oriental, verrouillé par ce massif, règne une sécheresse impitoyable. C'est la dernière fois qu'ils rencontrent des hommes, les nomades. Mike et Meerpool parlent leur langue. Premier contact, et puis des cadeaux comprenant du sucre et du thé. En contrepartie, il y a du lait de chamelle, c'est leur aliment de base. Ils sont nomades, des hommes simples et endurants. Même les plus jeunes font plusieurs kilomètres par jour pour atteindre à pied le point d'eau le plus proche. Étant toujours en train de vivre dans ce désert, les nomades sont fiers d'un ensemble de vêtements colorés. Tous seront encore longtemps émus par leur force de survie et leur visage radieux. L'équipe se trouve devant la dépression dite du Mourdi, une énorme dépression qui comprend des centaines de milliers de dunes et qui est un des plus grands passages de vent du Sahara. C'est à une vitesse surprenante que le sol mou dévoile ses défauts cachés et que les véhicules s'enfoncent profondément dans le sol calcaire qui cède. Le vrai défi se fait encore attendre. Ici, c'était encore relativement ferme. Sinon, c'était là-bas. Mon Dieu, parce qu'on ne voit pas les traces. Le soulagement ne dure que quelques instants. Au terme de leur mission, ils auront subi 30 crevaisons et usé toutes les roues de secours. Ils avancent mètre par mètre. La température est de 50 à 70 degrés. Il n'y a pas d'ombre et le sable et l'air sont très brûlants. On travaille à la pelle. Les véhicules s'enfoncent même dans les crêtes des dunes. D'heure en heure, le fardeau devient plus lourd.
creuser et boire. Ils consomment plus d'eau que prévu, beaucoup plus que leur ration journalière de 5 litres. Au sein de l'équipe, quelques-uns ont à lutter contre des troubles circulatoires. Chacun est en train de sonder ses limites. Rien ne va plus. Ils sont contraints de dégager plus de 50 fois un de leurs véhicules tout-terrain. Ici, on n'avance que par intuition humaine. La navigation par GPS a atteint depuis longtemps ses limites. Malgré l'excellent équipement technique, il ne leur reste à la fin qu'à chercher leur chemin à pied. Il faut faire demi-tour à nouveau pour chercher un autre passage. Ici, c'est trop mou. Après d'autres heures épuisantes sous la chaleur, ils passent par la dépression remplie de sable. Ils se trouvent non seulement devant une vaste plaine, mais aussi près de leur destination. Elle est presque à portée de main. Un décor étrange apparaît à l'horizon. Un mirage? Seulement un mirage? En y regardant de plus près, il s'agit d'Agoza, lieu mystérieux et légendaire qui excite les connaisseurs du Sahara. Jusqu'à présent, il n'y a pratiquement personne qui a vu cet établissement humain très isolé. Ici, loin de tout, il y avait vraiment des bâtiments habités. Alors, voici le fortin d'Agoza, dernier avant-poste de l'Afrique équatoriale française, comme on l'appelait jadis. Il y avait ici des maisons pour les soldats, une villa pour le commandant du poste, un terrain d'aviation qui n'a jamais été mis en service, quoiqu'il fût équipé en manche à air. Il a été bâti en 1935 et il a déjà été détruit par les pluies au cours de l'année de sa construction. En 1936, tout le monde s'est retiré. En fin de compte, un bastion absurde de la civilisation européenne contre un désert barbare, comme on le pensait à cette époque. Les soldats français rentraient complètement affamés et presque morts de soif. Jusqu'à présent, tout marche comme sur des roulettes. Mais ça pourrait changer très vite. Là où il y avait différents squelettes qui traînaient, des chameaux et tout, on a trouvé des gens aussi. Ça ne se passe pas toujours bien, loin de là. Il suffit que le vent change ou que des petites nepkas se forment différemment. Le sens de l'orientation, ce n'est pas exactement inné chez eux. Ceux-ci, ce sont des chemins caravaniers tout vieux. Et un jour, sans se soucier de leur utilité, ils ont fait passer les pistes par-dessus. Alors ils les suivent jour et nuit. Inch'Allah, on y arrivera. Et sinon, on ne fera pas beaucoup d'histoire pour ça. Parfois, certains se perdent. Même aujourd'hui, il y a des caravanes qui ne réapparaissent jamais, ajoute Mike Meerpool. On est perdu dans l'espace et le temps, dans l'immensité. Les barcanes géantes pèsent 200 000 tonnes et se déplacent de quelques mètres par an. Une seule de ces dunes comprend plus de grains de sable qu'il n'y a d'étoiles dans les galaxies. Il y a des milliers d'années, la dépression du Mourdi était un bassin lacustre. La vie intense qui animait ces flots formait des sédiments qui ont atteint plus d'1 mètre d'épaisseur. Ils sont obligés de passer rapidement sur le sol mou, sans quoi des trous énormes s'ouvriront sous les pneus. Dans le lointain, on voit pour la première fois la lisière sud de l'Erdi. Ils sont sur la dernière ligne droite.
Après avoir réussi la traversée de la dépression du Mourdi sur le bord occidental, ils s'approchent enfin de la dernière région inexplorée, aux confins de la Libye, du Soudan et du Tchad. Ils ne savent pas encore où ils trouveront un accès au plateau. Rêve ou réalité? Sous l'effet des couches d'air chaud, les premières impressions du terrain inconnu deviennent floues. Dès les premiers contreforts de l'ère d'Imma, il leur tarde de partir en reconnaissance. L'écrivain Raoul Schrott est saisi d'un élan investigateur, malgré son penchant marqué depuis des années à porter un regard philosophique sur l'espace désertique. Ainsi, à sa grande joie, il est le premier à trouver des vestiges préhistoriques. Les images rupestres très stylisées, situées sur des roches en saillie et en surplomb, représentent des bœufs et des girafes et devraient avoir 5 à 7 000 ans. Ce sont des vestiges du néolithique. Il s'agit de savoir quel était le rôle de ce coin situé à l'extrémité nord-est du Tchad pendant ces 12 derniers millénaires. Percés dans un monde qui leur donne l'impression d'avoir atterri sur Mars. Ce n'est que par maintes acrobaties au volant du véhicule tout-terrain qu'on arrive à contourner les abîmes menaçants. Pendant des heures, ils cherchent un accès et un passage à travers le plateau fissuré. Il y a toujours de nouveaux escarpements, des profondeurs, des fentes profondément creusées, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus continuer en voiture. L'équipe qui entoure Stefan Kröpelin part à la recherche de l'unique point d'eau décrit en 1923 par Hassanein Bey. Chacun d'eux espère qu'ils en trouveront encore au moins quelques restes, protégés quelque part dans une gorge profonde. L'étroitesse des vallées, la présence d'énormes tas d'éboulis complique la prospection. Soudain, on remarque des parois raides et arrondies qui semblent faire partie d'une citerne gigantesque. Des dessins de chameaux vieux d'environ 2000 ans apparaissent. Tout donne à penser que l'endroit recherché se trouve effectivement ici. Autrefois, il doit y avoir eu beaucoup d'eau dans cet entonnoir profond, mais la Guelta est depuis longtemps complètement asséchée. Cependant, les chercheurs ont conclu entre-temps que cette région était une zone extrêmement hostile depuis plus longtemps que l'on ne l'avait pensé. Recherche passionnante de vestiges dans un mystérieux désert minéral. Chaque jour nous apportera des nouveautés, c'est certain. Quoi? On ne saurait le dire pour le moment. Mais au fond, on a bien réussi maintenant. On a atteint notre destination. Et pendant la petite semaine qui nous reste, on s'efforcera justement d'obtenir un maximum d'informations sur cette région. Beaucoup de questions attendent des réponses. Pourtant, n'existerait-il pas ici un paradis semblable à l'Ennédi, un petit jardin d'Éden? Trouvera-t-on des vestiges d'habitat, des anciens gisements ou des météorites? Épuisés, chacun emporte ses pensées dans leur première nuit passée dans le No Man's Land. Les travaux de terrain colossaux qui attendent les chercheurs porteront sur la géologie et sur l'archéologie. Le matin, le regard erre sur une structure de surface comme on la trouve sur Mars. C'est un spectacle à couper le souffle, surtout qu'il porte en soi la fascination exercée par le moment de la découverte. Un vaste terrain inconnu s'étend à perte de vue, un océan de mystérieuses buttes témoins érodées. Pour des raisons de sécurité, quoique la zone paraisse peu fréquentée, l'équipe a pris soin de cacher le campement. Seulement, il y a un autre péril en la demeure. Soudain, on trouve des traces de serpents dans les environs. Quelques-uns ne l'ont pas encore remarqué. Au mieux, un psamophiné vénéneux attrape parfois un oiseau migrateur. Consciemment ou inconsciemment, hommes et reptiles gardent leur distance.
Le temps presse, les provisions se raréfient et la curiosité les séduit. Départ au cœur du vide du Sahara. Bien entendu, un tel désert minéral, en ne conservant rien de vivant, symbolise l'état final de la Terre et de la plupart des planètes. Et absolument, ce fait exerce une grande fascination. Là où on est seul avec soi-même, on approche mieux le fond des choses que partout ailleurs sur Terre, où de quelconques affaires détournent en permanence notre attention. Ici, le passé le plus profond et le futur le plus lointain se rencontrent. Lorsqu'un jour, dans un avenir encore lointain, la force apocalyptique du Soleil fera brûler toute vie et évaporer toute l'eau, la Terre ressemblera aux planètes voisines, à savoir Mercure, Vénus, Mars et la Lune, qui n'est pas une planète, jusqu'à la fin des temps. Il y avait ici des lacs permanents qui ont existé pendant des années, des décennies, voire des siècles, et qui constituaient la base de la vie des animaux et des hommes d'alors. Au sein de l'espace où il n'y a pratiquement plus de vie aujourd'hui, dans la zone dépourvue de toute végétation. Ces anciens sédiments lacustres, aujourd'hui justement érodés par le vent, sont une énorme source de poussière. La poussière générée aujourd'hui est transportée par le vent à travers la moitié du globe terrestre. À titre d'exemple, elle contribue à l'alimentation de l'Amazone en substances minérales. Une idée incroyable. L'équipe de l'expédition soulève des tourbillons de craie lacustres vieilles de 6 à 11 000 ans et l'envoie en voyage en Amérique du Sud. Pourrait-on éventuellement trouver même des vestiges d'habitat ici, au bout du monde ? Il y a des indices d'après lesquels cette région immense était justement beaucoup moins densément peuplée que la plupart des autres parties du Sahara. En ce qui concerne les mouvements d'anciennes populations, c'était une découverte importante, puisqu'on peut justement affirmer que cette région était plutôt une zone de barrière que précisément un terrain de passage. C'était le désert absolu. C'est ce qu'ils apprennent soudain à leurs dépens. Tout à coup, il n'y a plus de passage. La recherche d'une descente du plateau prend une allure désespérée. Aucun endroit ne leur permet de connaître le terrain qui se trouve devant eux. S'ils s'aventurent à descendre ici, resteront-ils alors bloqués en bas ? Le problème, c'est